Et bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau stream pour votre dose mensuelle de Culture Ligue 1 sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats, qui plus est avec un grand attaquant. Aujourd'hui, un grand attaquant de notre championnat, Monsieur Pierre-Alain Fro, est avec nous. Comment ça va Pierre-Alain? Un plaisir que tu sois avec nous. Ah, ça va, ça va. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Merci de m'inviter. Tout va bien. Heureux d'être avec vous. Un grand plaisir, un grand plaisir. Pierre-Alain Fro, ancien attaquant du PSG, de Lille, de Lens, du Stade Malherbe de Caen, mais surtout légende du FC Sochaux-Montbéliard, on le rappelle, bien sûr. Max, légende des librairies de Reims, c'est avec nous. Comment tu vas? Bonjour à tous. Moi aussi, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Et avant de te rendre l'antenne, Alex, petit mot particulier aujourd'hui sur un joueur que j'ai vu grandir et qui est quand même une légende aussi de notre championnat de France, et on a tendance à l'oublier. Il fête aujourd'hui ses 55 ans. C'est Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff qui était passé, on s'en rappelle surtout par l'Inter et par l'équipe de France, évidemment. Il y a maintenant quasiment 25 ans. Mais 190 matchs d'entrée, merci. À l'époque, 73 buts, 19 passes décisives. Pour celui qui aura fait les beaux jours et de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Donc peut-être un joueur que certains découvrent, au moins découvrent les images en Ligue 1 dans le chat. Et comme vous pouvez le voir, à l'Inter ou en Ligue 1, c'était la même chose. C'était la grande classe. C'était le Snake. Ça, c'était un peu la référence ça, pour le poste de 9,5 à l'époque. Ouais. C'était vraiment la référence. Il avait une classe balle au pied. C'était quand même assez dingue. Voilà. Et puis là, on le voit, je pense, avec les réseaux sociaux, un but comme celui-ci, aujourd'hui, il fait le tour de la planète. Bon, à l'époque, il a peut-être fait, j'espère, au moins le Tour de France. Mais voilà. Le tour d'Antenne 2. Ouais, le tour des télétextes. Tu l'as connu un petit peu, peut-être, Pierre-Alain? Non, quand j'ai commencé, il était déjà parti à l'étranger, en Italie. Après, j'ai grandi en le regardant jouer. C'est vrai qu'il avait c'est un petit peu avec des joueurs comme lui qu'on avait renommé le poste de 10-9,5 parce qu'il était ni numéro 10 ni numéro 9. Et il avait un toucher de balle, une classe balle au pied, puis un gros sang-froid devant le but. Donc, grand joueur. Ouais, effectivement. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet. Adri, légende de Twitter, sous le pseudo Scipion, est là également. Comment il va? Bah écoute, ça va, en très grande forme, content d'avoir Pierre-Alain avec nous, très bon invité, hâte de discuter football et championnat de France avec lui. En plus, en cherchant des vidéos de lui, je me suis rendu compte qu'il aimait beaucoup les Girondins de Bordeaux. Apparemment, ça aimait faire les tremblés filets contre les Girondins. Il y a un paquet de buts, Pierre-Alain, où ça y va, quoi. Ah, il y a des adversaires, des fois, on ne sait pas pourquoi. Ouais. A plus de réussite contre certains clubs que contre d'autres. Ouais. Ah, on aura l'occasion d'en rediscuter. Moi, Alex, j'ai une petite pensée. Alors, c'est vrai que Neymar est blessé jusqu'à la fin de saison. Lui, c'était un bon rétablissement. Mais je me suis souvenu, là, comme ça, qu'on a eu son grand copain de l'époque de Santos, Ganzo, surnommé Loa, qui a joué dans notre championnat du côté d'Amiens. Un passage très fulgurant. Mais on peut le voir sur les images. Il y avait quand même, tu vois, 2-3 gestes techniques. Le souci, c'est qu'un Brésilien comme ça en Picardie, je pense que ça ne matchait pas quoi qu'il arrive. Et que l'ami Ganzo est très, très vite parti. Mais lui, j'y croyais tellement. Enfin, c'est pas tant que j'y croyais parce que je savais qu'il avait vraiment eu des énormes blessures, c'était très très compliqué pour lui. Mais j'avais tellement envie d'y croire en fait quand il arrive en Ligue 1, de me dire purée, et s'ils arrivaient à le relancer ce mec, parce que vraiment c'était un talent mais de fou. Moi je l'avais découvert au Brésil à l'époque, j'y vivais encore un petit peu et c'était incroyable. C'est juste incroyable. Ouais, franchement, un vrai artiste, et même derrière, quand il partait à Séville et tout, ça a jamais recollé. Le plus gros de sa carrière, ça aurait été au Brésil, quoi. Ouais. Il y avait un petit côté, c'était un peu, il y a un petit côté Zizou dans sa manière de jouer à l'époque et tout, c'était assez incroyable. On s'est tous levés une nuit pour voir au moins un match de Santos, le Santos de Neymar et Ganzo. Et c'est vrai que ce petit côté Zizou, moi, me plaisait bien à l'époque. Alors, de là à dire que je pensais qu'il ferait une plus grande carrière que Neymar, je pense que je l'ai pensé à un moment donné, honte à moi. Et, ah ouais, non, je le confesse, je le voyais aller très loin. Ah, mais ça, c'est le côté un peu hipster qui sommeille en nous dans ces moments-là. Tu sais, t'as pas envie de prendre le choix trop évident, tu prends le deuxième, et tu sais, tu dis non, mais attention, lui, attention. C'est ça. Et puis ce côté numéro 10,
ultra lent ou faux lent, mais en tout cas quand même pas très rapide, qui a disparu aussi dans le courant du début des années 2000 aussi, sur la période 2010. Ouais, je sais pas, j'avais envie de croire qu'il pouvait tout casser en Europe, et puis bon, ça s'est pas exactement goupillé comme prévu, mais ce que j'ai vu de mes yeux d'adolescent quand j'étais tout fatigué dans mon lit et que je regardais Santos, gravé à jamais. Écoute, au moins, on saluera l'audace de Damien à l'époque d'avoir tenté le coup. Hein, ça aurait pu être beau, ça aurait pu être grand. Bon, l'équipe est au complet en tout cas. On n'oublie pas Amaury à la régie, bien sûr, qui vit des moments compliqués en tant que Parisien. On le soutient, bien sûr. Tout Max, va bien. cache le sourire, s'il te plaît. Les sujets du jour. Bien sûr, ouais. Faux cul, va. Les sujets du jour. Le premier, je vous promets, ce n'est pas moi qui l'ai imposé. C'est l'actualité. Qui est Didier Digard? Et maintenant, on l'a tous découvert en tant que coach. Peut-être que certains ont oublié qui était Didier Digard, le joueur. Peut-être que certains ne l'ont pas connu. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là aussi sur ce live. Donc voilà, ça va être l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir. Peut-être mieux comprendre aussi ses idées en tant que coach. Adri va profiter aussi de la présence de Pierre-Alain pour nous faire un petit portrait de son compère d'attaque, l'iconique Francilio dos Santos, tunisien comme son nom l'indique, bien sûr. Max est allé nous déterrer des vidéos assez stylées, celle des premiers pas de Varane avec le RC Lens, club dans lequel Pierre-Alain a joué également. Et pour remonter le moral des Parisiens, ou pas, on reviendra sur le mythique PSG Rennes de la saison 2012-2013. Et on terminera avec un petit quiz des familles que Amaury nous a concocté, bien sûr. Pierre-Alain, avant de lancer les premiers sujets, j'aimerais en profiter pour savoir ce que tu deviens, tout simplement. Je suis rentré à Sochaux et je suis entraîneur des U19. Passé de l'autre côté chez les jeunes. Et puis voilà, je m'éclate bien. Je profite, je fais du foot, donc c'est cool. Justement, Pierre-Alain, à Sochaux, la formation, c'est quelque chose d'essentiel, important, et même à votre époque, c'était lié. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'identité de cette formation du côté de Montbéliard? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place? Et surtout, vous avez beaucoup fourni de jeunes joueurs à l'équipe de Ligue 2 actuelle? Ouais, déjà, c'est vrai que le club a une grande histoire avec la formation, parce que le premier centre de formation en France, il a été à Sochaux avec les usines Peugeot, le patron de Peugeot qui a voulu créer qui a fait venir des jeunes joueurs. Et puis c'est vrai qu'après, ça a fourni pas mal de joueurs de toutes les générations. Et il y a une grande culture par rapport à la formation au FC Sochaux. Et puis maintenant aussi, on essaye de faire perdurer tout ça avec un football qui a un peu changé, qui s'est modernisé, avec beaucoup de concurrence maintenant, alors qu'à l'époque, il y avait peu de clubs qui investissaient dans la formation. Donc on essaye de faire perdurer le savoir-faire sochalien et de continuer à fournir à notre équipe première et puis peut-être d'autres clubs aussi quand ils n'ont pas accès à notre équipe pro. Profite du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la petite révélation de la saison? Enfin, petite façon de parler. Le jeune Skelly Alvero. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. Skelly, c'est un joueur atypique. Il est arrivé chez nous. Il était attaquant quand on l'a. Après, il a reculé au numéro 10. Après, relayé. Après, un peu sentinelle. Donc c'est un joueur à part parce qu'il est très grand, il fait plus de 2m02, je crois, si mes infos sont encore bonnes. Ouais, c'est ça. Et malgré sa grande taille, il a une faculté technique à jouer dans les petits espaces qui est intéressant. Et puis une qualité de grande taille. Donc c'est un garçon je pense, qui interpelle pas mal de monde à jouer. Et, je pense qu'on n'a pas vu encore le meilleur. Il est encore un peu appliqué aujourd'hui. Je pense qu'il va encore plus se lâcher à l'avenir. Qui fera encore mieux. Ouais, tu penses qu'il y a un vrai potentiel pour aller très très loin avec ce jeune? Je pense qu'il peut faire une belle carrière. C'est un garçon qui sait où il veut aller, qui a de l'ambition, qui s'est bien mis dans son projet. Il a eu du mal au début à se mettre un petit peu au travail et depuis qu'il s'y est bien mis, les progrès sont assez fulgurants. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite et je pense qu'il a un gros potentiel. Et peut-être que dans 10 ans, on en parlera dans Liga Legends.
Si je te dis que la Ligue 1 a pas mal évolué sur ces dernières années, est-ce que tu es d'accord? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Qu'est-ce qui t'a plu sur ces 10-15 dernières années? Je pense qu'il y a eu déjà l'arrivée de Paris et du Qatar qui a énormément changé. L'attractivité, on a des grands joueurs internationaux qui sont dans le championnat. C'était pas le cas à mon époque. Il y a l'état des pelouses qui s'est beaucoup amélioré, qui rend le spectacle un peu plus sympa à regarder aussi, parce qu'à mon époque, on jouait sur quelquefois des petits champs de patates. Hein. C'était pas toujours évident techniquement de s'en sortir. C'est moins le cas maintenant. Donc, puis le fait d'avoir de bons résultats aussi avec l'équipe de France, je pense que les joueurs français ont pris confiance et on a l'habitude aussi de voir dans le championnat pas mal de jeunes se lancer. Donc, pas mal de choses. Bon, c'était déjà un peu le cas à mon époque, mais ça s'est encore amplifié ces dernières années. Et en tant que jeune coach, est-ce qu'il y a peut-être des coachs qui t'ont plu ces dernières saisons? Excuse-moi, Max. Non, je t'en prie. Je reviendrai juste après sur l'évolution, vas-y. Pas de souci. Non, après. Je disais oui, est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont plu récemment, peut-être? C'est toujours intéressant, je trouve, de voir quelques coachs étrangers parce qu'ils ont des idées un petit peu différentes. On a pu voir notamment à Marseille avec Sampaoli, Tudor. Ils font des choses un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre championnat. Donc c'est intéressant à voir. Après, on est quand même sur les entraîneurs français, il y a quand même pas mal de roulements sur des mêmes têtes dans les clubs différents. Notamment sur les clubs qui jouent le maintien, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font beaucoup de missions sauvetage. Mais non, après, il y a pas un nom en particulier qui m'a marqué. Je pense que c'était le top de pouvoir avoir Ancelotti, par exemple, à Paris, parce que c'est un grand coach. Mais j'ai bien aimé le pari de Laurent Blanc aussi. Je trouvais que ça jouait super. Et non, voilà, c'est à peu près tout, mais il y a des choses intéressantes. Ouais. Et justement, pour revenir sur l'évolution du foot, c'est vrai que toi, en tant que numéro 9 à l'époque, tu avais un gabarit un petit peu atypique. Tu étais quand même plus petit, ou en tout cas même maintenant plus petit que la plupart des numéros 9. Est-ce que ça t'a freiné au centre de formation, déjà dans le début de ta carrière? Et puis, quelle était un petit peu ta position préférée? Tu parlais tout à l'heure du poste de 9,5 avec Djorkaeff. On sait que tu as joué à 2 avec Santos longtemps. Après, tu as joué un petit peu à droite aussi sur les époques lyonnaises et sur la deuxième partie de ta carrière. Quel est le poste où tu te sentais le mieux? Déjà, au niveau de la formation, ça m'a pas bloqué. Enfin, je jouais plus sur le côté. J'étais plus axé côté droit. Toutes les équipes de jeunes, j'ai joué sur le côté. C'est Jean Fernandez qui m'avait replacé un petit peu dans l'axe quand il est arrivé à Sochaux. C'est un poste que je me suis bien approprié. J'aimais bien avoir des courses un petit peu différentes. C'est vrai que quand on est sur le côté, on a la course le long de la ligne, la course qui rentre un petit peu. Et dans l'axe, tu as plus de variété. Ça m'a bien plu. Après, c'est sûr que j'étais pas le prototype de joueur qui pouvait jouer seul en pointe, me débrouiller tout seul. J'avais besoin de monde autour de moi, donc c'est pour ça qu'avec un autre attaquant, c'était bien. Mais je pense que je pouvais jouer un peu à tous les postes au niveau offensif. Ça me dérangeait pas. T'as joué donc à Sochaux. Ah, vas-y. Non, je voulais juste poser une question à Pierre-Alain. Ouais, justement, c'était sur un de ces passages en club. On va parler de Sochaux tout à l'heure, mais tu as joué à l'Olympique Lyonnais. Et je voulais savoir, quand tu es dans cet OL-là qui a tellement roulé sur les années 2000, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus à l'époque? C'est ce savoir-faire de gagner? C'est le gros milieu de terrain? C'est tout le collectif? C'était quoi un peu l'OL de cette époque pour toi? Déjà, oui, il y avait la mentalité, parce que c'était des gros compétiteurs ils avaient banalisé le fait de gagner. Hein, il n'y avait pas de cri de guerre dans la guerre à la fin, il n'y avait rien du tout. C'était normal de gagner. C'était devenu qu'une culture. Et puis après, forcément, au niveau individuel, il y avait des joueurs excellents. Le milieu de terrain, c'était quelque chose avec Essien, Diarra, Juninho, des joueurs extraordinaires. Chris qui était arrivé aussi, qui était impressionnant. Abidal. Non, il y avait des gros individuels. Mais je pense que c'est la mentalité qui a fait la différence. Ça s'était installé au fur et à mesure au club. Et ça transpirait quand même quand tu arrivais cette envie, ce besoin de gagner tout le temps. C'était un peu moins le cas quand j'étais à Sochaux, parce que même si on avait des résultats, on était un peu plus humble, on savait qu'on allait perdre des matchs. À Lyon, fallait pas perdre. T'as pas l'impression qu'elle a un peu disparu, cette culture de la gagne du côté de l'Olympique Lyonnais sur ces 10 dernières années?
forcément, quand tu gagnes plus rien, c'est que cette culture-là, elle a un petit peu disparu. Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs aussi maintenant dans l'effectif. Il y a Paris qui prend un petit peu tout sur son passage. Puis voilà, Lyon, ils se cherchent encore un petit peu, je pense, aujourd'hui. Ils ont envie de miser sur la formation, mais ils ont envie quand même de faire la Ligue des Champions. Ils sont un petit peu dans une période où ils se cherchent un petit peu encore par rapport à l'époque où j'y étais, où ça dominait tout. Là, c'est un petit peu dur de se positionner, j'ai l'impression. Si je te demande quel est ton meilleur souvenir de ta carrière, hormis la Coupe de la Ligue, bien sûr, ça c'est trop facile. Non, je pense la main avec Sochaux. C'est vrai que c'est les premières fois où on avait des résultats intéressants et puis de le faire avec ton club formateur qui était redescendu, de le ramener en Ligue 1. Ça a amené plein de choses derrière, on le savait pas à l'époque, mais on était fiers de pouvoir faire une belle saison puis de ramener le club en Ligue 1. Et justement, je rebondis sur ces souvenirs-là. Tu as pu jouer contre United, contre l'Inter, contre qui d'ailleurs tu mets un doublé, contre Dortmund, contre Liverpool. Est-ce qu'il y a des ambiances qui t'ont marqué plus que d'autres dans ces matchs européens? Alors celle qui m'a le plus marqué, j'ai eu la chance de jouer 2 fois, c'est Fenerbahçe. Parce que en Turquie, là, au niveau de l'ambiance, c'était incroyable. On s'entend pas dans le terrain. Quand ça siffle, ça fait mal aux oreilles. C'était l'ambiance assez exceptionnelle. Puis après, oui, il y a des stades mythiques. Jouer à Anfield, à Old Trafford. Tu arrives un petit peu avec un regard de gamin, même si tu as quelques matchs dans les jambes. Tu es un petit peu comme un enfant quand tu arrives là-bas. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Les matchs de Coupe d'Europe, ça amène un petit truc différent. Et j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns dans des stades sympas. Mais Anfield, United, c'était bien les deux. Quel est le défenseur qui t'a posé le plus de problèmes en Ligue 1, je précise? En Ligue 1, j'ai eu la chance de jouer avec lui après, c'était Abidal. Eric Abidal, j'aimais pas jouer contre lui parce que en général, j'aimais bien les défenseurs un peu lents parce que j'étais assez rapide et j'aimais bien pouvoir en profiter contre des défenseurs un petit peu lents. Et lui, il allait aussi vite que moi, donc ça me déstabilisait un petit peu. J'avais du mal à jouer contre lui. Puis j'étais content quand j'ai signé à Lyon, il est arrivé en même temps que moi, donc je l'ai eu avec moi après, c'était plus sympa. Ouais, t'avais juste à te le coltiner à l'entraînement, mais plus en match. C'est ça, ouais. C'est ça, mais il était plus sympa à l'entraînement. Et le joueur qui t'a le plus impressionné? Après, moi, j'ai eu la chance de voir démarrer trois phénomènes. Il y a à Lyon, j'ai vu démarrer Hatem Ben Arfa, qui était peut-être le plus grand talent que j'ai vu, mais qui n'a pas fait la plus grosse carrière, la carrière qu'il aurait dû en tout cas. Karim aussi, Benzema, qui a commencé à mon époque, et on voyait que ça allait être quelque chose d'assez phénoménal, ça transpirait. Et Eden Hazard aussi, que j'ai vu débuter à Lille, où pareil, c'est des voix, ils ont autre chose. Quand tu les vois sur un ou deux entraînements, tu te dis, oh là là, oui, ils sont pas comme moi, ceux-là. Ils vont faire quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est vrai que ça se vérifie à chaque fois. Souvent, sur les premières impressions, tu arrives à déceler un potentiel, des qualités. Et c'est dommage pour Athème, parce que je pense que c'est un garçon qui aurait dû faire encore mieux. Il a fait une belle carrière, mais il aurait pu faire tellement mieux. Je pense qu'il aurait dû se battre pour le ballon d'or avec les qualités qu'il avait. Mais malheureusement, le T'as un talent ne suffit souvenir pas toujours. particulier de Ben Arfa, peut-être de la première fois où tu te dis waouh, celui-là, il a quelque chose en plus que tous les autres. Ouais, le deuxième entraînement que j'ai fait avec l'OL, on fait un jeu en fin de séance. Bon, c'est la reprise. Tout le monde revient et il a mis trois mecs sur les fesses, alors que bon, c'était des mecs qui étaient 3 fois champions de France, internationaux, et avec une facilité où tu te dis, Alors oh là là, Chris, Cassapa. ouais, Chris était pas encore là, mais il y avait encore Edmilson à l'époque, il y avait, je sais plus qui l'avait mis Oh. par terre, mais non, c'était assez impressionnant. C'était un peu l'attraper même à la fin de la séance. Mais tu te dis, ouais, il a vraiment un talent exceptionnel. Et à Et les quel gars, est-ce que moment? vous avez encore des questions? Ouais, 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 Vas-y, vas-y. ouais. Justement, à quel moment tu t'es dit que tu voulais être coach et passer de l'autre côté après ta carrière? Est-ce que c'est venu pendant et assez jeune, ou est-ce que c'est plutôt sur le tard et sur la fin de ta carrière que tu as eu cette envie-là? Tu savais que c'était en toi ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que j'étais pas un grand leader sur le terrain, je parlais pas beaucoup, j'étais pas capitaine dans l'âme.
Et je savais pas trop quoi faire à la fin de ma carrière, c'était pas évident. J'étais revenu à Sochaux 6 mois pour terminer ma carrière. Et puis voilà, ils m'ont proposé d'enchaîner à la formation. J'ai tenté le coup, mais je savais pas si ça allait me plaire. Mais puis voilà, ça m'a bien botté tout de suite. Je me suis vite investi là-dedans. Et, euh, et ça m'a plu, mais c'était pas quelque chose d'évident au départ. C'est pas quelque chose à 25 ans. Je me suis dit tiens, je vais être coach après. Je me suis préparé pour. Je m'étais pas préparé du tout pour ça. Et ça a été plutôt une bonne surprise que ça me plaise. Je savais pas ce que ça allait donner à la fin. Et du coup, c'est N'hésitez parce pas que sur le chat si vous avez des questions. c'est Sochaux. C'est parce que Sochaux que tu t'es laissé tenter. Tu l'aurais fait ailleurs aussi. Je saurais jamais, mais ça s'est présenté comme ça. Et c'est vrai que je pense que j'avais quand même la légitimité pour le faire parce que ben, j'ai été à la place des joueurs. Je sais un petit peu de quoi je parle. Et c'est vrai que ça a facilité les choses que ce soit à Sochaux, mais j'aurais peut-être pu le faire ailleurs, mais on saura jamais. Pierre-Alain, pour parler un petit peu de l'époque lilloise, tu as commencé à parler d'Eden Hazard, justement ce titre avec Rudy Garcia, est-ce que tu peux me raconter un petit peu dans une autre ambiance, une autre atmosphère que l'OL, dominateur des années 2000, qu'est-ce qui a fait la différence cette année-là? Est-ce que c'est ce secteur offensif ou toi tu étais un peu le backup justement de Gervinho, Hazard, Moussasso? Comment est-ce que ça a pu aussi bien fonctionner? Parce qu'on avait revu des images de cette équipe et c'est vrai que ça pétille offensivement, ça se trouvait très très bien sur le terrain. Alors, déjà, il y avait une ambiance qui s'est créée dans l'équipe où, voilà, il y avait un bon équilibre entre les anciens, les jeunes. Il y a des petits clans forcément, comme dans toutes les équipes, mais avec grande tolérance entre tout le monde. Et on prenait du plaisir à se retrouver tous les jours, à s'entraîner ensemble, à jouer, parce on avait beaucoup de garçons qui aimaient jouer au foot, qui aimaient le jeu. Et puis après, on s'est pris au jeu un petit peu là, sur la deuxième partie du championnat. On voyait qu'on était toujours devant. On a eu la chance de pas comme Paris ou l'OL à l'époque, à la grande époque, qui nous a barré le chemin. Et c'est peut-être plus long parce qu'à Lyon, quand tu avais gagné le titre, à mon époque, tu avais fait le job, voilà, t'avais fait le travail. À Lille, c'était tendu et ça va créer quelque chose encore plus fort à vivre. Et puis, c'était le premier titre pour beaucoup de joueurs en plus, donc c'était quelque chose qu'on a vécu pleinement. Et puis voilà, on va dire que les relations, elles ont été renforcées. On est tous encore bien soudés de cette époque-là. Dernière Mais c'est vrai qu'il y question, elle avait est des de joueurs Nixo offensifs sur aussi. sur le Pardon. chat. Ah, désolé. Désolé, j'ai un petit décalage avec vous aussi. J'habite un peu Ouais, loin. pareil, moi j'ai un petit décalage aussi, ouais. Mais non, je disais que il y avait des joueurs au niveau offensif, Gervinho, Hazard, Moussasso, Obraniak, Demelo, voilà. Moi aussi de temps en temps, on arrivait à faire des choses intéressantes, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi quand même des joueurs défensivement qui étaient très forts, un gardien qui nous a rapporté des points. Non, il y avait réuni, puis c'était la bonne saison pour que ça se passe bien. Dernière question, donc je disais de Nixo sur le chat qui nous demande quel est ton souvenir le plus marquant à l'OL? À l'OL, mon premier match de Ligue des Champions. Parce que ben, quand tu pars de Sochaux, moi j'étais né là-bas, j'avais tout vécu là-bas. Tu arrives à Lyon avec bon, voilà, des grosses ambitions, club qui doit tout gagner, comme j'ai dit avant. Et premier match de Ligue des Champions, c'était à Gerland contre Manchester United, en plus que je regardais les gamins à la télé avec les Beckham, Giggs, et puis voilà, de se retrouver sur le terrain face à ces maillots rouges là, c'est quelque chose un super souvenir, super souvenir. J'ai eu la chance de marquer en plus ce match-là, donc c'était un double bon souvenir. Tu m'étonnes. Allez, on va continuer avec les petits sujets. Le premier, c'est Max qui nous l'a préparé. Didier Digard. Rappelons-nous un petit peu qui est Didier Digard. Rappelons-nous qui est le joueur Didier Digard. Joueur que moi j'ai bien apprécié à l'époque, puisque il a essentiellement joué pour mon club. Il a joué aussi pour le PSG notamment. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça, Max ? Eh bien oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Didier Digard, le coach, ces dernières semaines. Tout le monde l'a analysé sur ses préceptes tactiques, sur sa capacité à redonner confiance à un OGC Nice qui en avait quand même pas mal besoin à toutes les lignes. Je pense que d'ailleurs tes nuits sont un petit peu plus douces maintenant qu'il y a quelques semaines.
Et J'espère que vous appréciez le professionnalisme. Je ne suis pas en train de regarder le match. Là, il y a Nice qui est en train de jouer là, en Conference League. J'ai qu'une envie là, c'est de regarder. Mais on reste focus sur le boulot. bravo. Moi, je salue ce professionnalisme-là. C'est Et très donc, tentant. on a tout décrypté de Digard coach, allant même jusqu'à parler de son look, de sa capacité à fédérer les jeunes joueurs, etc. Et je trouvais ça intéressant de revenir quelques années en arrière, parce que peut-être que certains vont le découvrir avec les images, ou le redécouvrir pour les plus anciens comme nous. Il y a eu quand même pas mal de matchs au compteur de Didier Digard en Ligue 1, et c'était important de se souvenir du joueur qu'il a été. 161 matchs de Ligue 1 et quasiment 75 de Ligue 2. Et l'idée, c'était de refaire un petit peu son parcours. Alors, formé au Havre, dans lequel il va faire ses gammes comme attaquant. Tout à l'heure, Pierre-Alain, tu parlais de votre petite pépite qui commençait attaquant et puis qui est redescendue au fur et à mesure. C'est aussi le cas de Didier Digard, qui était d'abord un numéro 9. Et puis, on le redescend au poste de milieu défensif, poste qu'il occupera durant toute sa carrière. Et lors de son début de carrière, à 16 ans, c'est vrai que petit souci de comportement au Havre, quelqu'un de très sanguin, qui va devenir papa très rapidement, à 16 ans, alors qu'il est lui-même le capitaine de la réserve de cette équipe du Havre. Donc, capacité à gérer tout de suite ses émotions, c'est là aussi où il va grandir, il va se remettre d'équerre par rapport au foot. Capacité à être focus sur et en dehors des terrains. Capacité aussi à assumer un leadership sur et en dehors des terrains. Et c'est ainsi qu'à partir de 18 ans, il va intégrer tout de suite l'équipe première du Havre pour ne pas quitter cette équipe première-là pendant quasiment 3 saisons, où il va écumer les terrains de Ligue 2 jusqu'à cette année 2007-2008, je l'ai vieilli un petit peu trop, où il va rejoindre le Paris Saint-Germain, refusant ainsi les sirènes de Première Ligue et de Championship. Et je crois justement, Pierre-Alain, que vous avez joué ensemble cette année-là. Toi, tu étais parti au mercato hivernal. D'une saison qui se passait pas très bien pour le Paris Saint-Germain. Pour ceux qui le savent pas, c'est la fameuse année Amaradiané, on va dire, et le sauvetage du PSG à la toute fin du championnat. Toi, Pierre-Alain, tu pars du coup en hiver, si je dis pas de bêtises. Didier Digard arrêtera sa première partie de saison, lui aussi arrêtera de jouer pour le PSG dès l'hiver, pour des soucis de blessure et puis après pour des soucis d'incompatibilité avec le staff de l'époque. Tu as des souvenirs de Didier Digard, le coéquipier, en sachant que quand il a joué cette fameuse première partie de saison, les supporters du PSG l'avaient plutôt adoubé dès le départ et il était quand même reconnu comme un joueur qui apportait et qui a laissé, en tout cas sur les moments où il a joué, de bons souvenirs aux Parisiens. Bon espoir même à l'époque. Ouais. Non, c'est vrai que moi je l'ai vu arriver, que j'avais déjà fait une saison à Paris avant et il est arrivé durant l'été. Et moi je trouvais que c'était quelqu'un, malgré son jeune âge, il était très jeune. Et je trouvais qu'il avait de la maturité. C'est vrai qu'il était papa déjà depuis un petit moment. Et il était plutôt posé. Non, il était pas loin de moi dans le vestiaire, on discutait pas mal. Ouais, c'est quelqu'un d'assez tranquille. Mais par contre, dès qu'il arrivait sur le terrain, il avait une grosse agressivité. Et bon dans la récupération. C'était quelqu'un qui mouillait le maillot, qui donnait toujours tout. Donc il était pas mal apprécié à juste titre. Ouais. Alors du coup, C'est marrant ça. J'ai l'impression que j'entends toujours la même chose à propos des joueurs un petit peu nerveux sur un terrain. À chaque fois, on nous dit en dehors, c'est des nounours. Ils sont trop gentils. Ça se vérifie à chaque fois. C'est un truc de fou. Ouais, c'est souvent qu'il y a des joueurs qui ont un gros caractère sur le terrain, très compétiteurs et qui changent littéralement des fois en dehors, qui sont beaucoup plus calmes. Ils donnent tout quand ils sont sur le terrain. Par contre, après, ils sont vraiment beaucoup plus tranquilles. Ça arrive souvent. Et est-ce que tu es étonné par sa réussite actuelle en tant que coach ou est-ce que déjà à l'époque tu te disais que c'était un joueur qui avait peut-être une
compréhension tactique déjà assez élevée et tu te dis, lui, oui, il a vraiment un avenir en tant que coach. Bah, après, moi, je l'ai connu très jeune, donc c'était difficile de se projeter sur 15-20 ans plus tard. Mais vous l'avez dit avant, il avait déjà été capitaine dans les CDN, enfin dans les équipes de jeunes, et il a toujours été quand même plutôt leader. Alors, s'il pouvait pas le faire encore en arrivant à Paris, parce il avait 19 ans, il arrivait dans un effectif où il y avait beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de matchs. Voilà, je suis pas étonné qu'il soit devenu entraîneur. C'est quelqu'un qui est compétiteur, qui est un meneur d'hommes, je pense. Donc, c'était la suite plutôt logique, je pense, pour lui. Ouais. Ok. Et du coup, tu le disais très justement, Alex, et on y reviendra parce que ça a son importance dans son histoire. Quand il arrive à Paris, il est aux portes de l'équipe, enfin, il est en équipe de France Espoir. Prospect reconnu à son poste. C'est vrai que l'équipe de France à l'époque, et notamment au milieu de terrain, bah, on est dans un changement de cycle. Creux. On recherche des cadres aussi en équipe de France. Et il fait partie, en tout cas, de ces joueurs qui, en équipe de France Espoir, commencent à taper dans l'œil de tout le monde. Malheureusement, au PSG, ça se passe plutôt mal. Le fameux mercato hivernal où tu pars, Pierre-Alain, eh bien, la blessure, blessure plus petit problème avec le staff fait que la deuxième partie de saison de Digard est blanche. Et rapidement, après la fin de saison, il va partir, et cette fois-ci, céder un peu aux sirènes d'un championnat qui lui plaisait déjà beaucoup quand il était plus jeune, la Première Ligue, à Middlesbrough. Première Ligue, première saison en Première Ligue, qui se passe bien pour lui, mais qui se passe mal pour le club. Le club redescend en Championship, commence malgré tout à faire quelques prestations en Championship, et c'est là où, 1 an et demi après être arrivé en Angleterre, il arrive dans un endroit, Alex, que tu connais bien, dans l'objectif... ça a dû changer de Middlesbrough. Hein. Il paraît qu'il y a 2-3 degrés d'écart, grand max. Oui, grand max, oui. Sur les doigts d'une main. Un peu de choses près, oui. Et il y a des bars très sympas aussi là-bas. Et donc voilà, janvier 2010, peut-être le début de la carrière véritable de Didier Digard tel qu'on l'a connu en tant que joueur. Quand il arrive, toi, Alex, il arrive avec quelle réputation ou avec il est vu que, enfin, c'est enthousiasmant pour un supporter quand Didier Digard arrive de Middlesbrough? Alors, si ma mémoire est bonne, Didier Digard, il arrive au mercato hivernal d'une saison très compliquée, où vraiment on était très très mal embarqué pour le maintien. Et il arrive au mercato donc hivernal en même temps que Renato Sivelli. Autant te dire que là tu dis ok c'est bon, on va pouvoir se mêler à la bagarre à nouveau. On était quand même déjà bien rassurés. Et puis il y avait encore cette image de jeune espoir en fait. On se dit ok, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il a dû se refaire un petit peu la cerise à Middlesbrough. Ça, c'est plutôt un bon pari à tenter. Et au final, il a fait pas mal de saisons chez nous. C'est vraiment c'est un gars du club quoi. Donc non, ça a été une grande réussite. Et vraiment, dès le début, on était plutôt rassurés parce qu'on avait vraiment un gros besoin à ce moment-là. Tu l'as dit, saison complexe, 16e quand il arrive, 15e en fin de saison, avec des hauts et des bas autour de cette fameuse zone de relégation. 6 mois intéressants. Notamment contre Monaco, il me semble que sur cette saison, assez rapidement. Un coup franc assez beau. Il marque un joli coup franc qu'on reverra peut-être un petit peu par la suite si tu es patient. On y arrive. Mais du coup, oui, voilà, 6 mois intéressants, quelques blessures quand même qui sont peut-être, qui seront récurrentes quoi qu'il arrive tout au long de sa carrière. Et tu l'as dit peut-être parce que il n'était pas totalement non plus, il n'avait pas un temps de jeu, il avait un temps de jeu famélique en Championship, donc le temps qu'il se refasse la cerise comme tu l'as si bien dit. 6 mois qui se passent plutôt bien. Fin de saison, il repart à Middlesbrough, mais très rapidement les deux clubs se mettent d'accord pour prolonger le prêt de 12 mois, ce qui va lui amener une petite année et demie en prêt. Là, c'est quand même beaucoup mieux pour vous, pour le club, parce que je crois que même vous tutoyez à un moment donné de cette saison-là, un petit peu, notamment en début de saison, on va dire les places européennes, avant de rentrer un petit peu plus dans le rang.
Et à la fin de cette saison-là, engagement de 3 ans pour Didier Digard et capitaine. Et c'est là où il va vraiment enchaîner 3 années de haute voltige, on va dire, en Ligue 1, avec plusieurs Didier Digard. J'en ai noté plusieurs. Alors, il y avait celui que moi j'avais en tête, un petit peu de façon presque trop réductrice avant de faire cette chronique-là. Le Didier Digard, récupérateur, / gros tacleur, / parfois un petit peu bagarreur. Alors, on va voir qu'il y a des interventions comme celle-ci impeccables. Vraiment impeccable. Rien qu'autant, t'as compris que derrière, il va montrer une saucisse. Ça charcute, ouais. Et il y en a d'autres, par contre, alors celle-là faisait encore partie des impeccables, et là on arrive dans ce qui est un peu moins propre. Non, ça va, c'est jaune, ça passe. C'est un petit jaune. Alors il y avait déjà une petite tendance. Je pense que Marco Verratti a pris un peu de Didier Digard, parce que petite contestation à chaque carton jaune. Petite contestation à chaque carton jaune, mais blague à part, on ne peut pas non plus enlever ce côté quand même, et tu le disais Pierre-Alain un petit peu aussi, ça fait partie du leadership, ça fait partie de son côté, de son agressivité, qu'il a canalisé parce qu'il n'a jamais vraiment pris beaucoup de rouges dans toutes les saisons. Je crois qu'il prend 1 ou 2 rouges directs dans toute sa carrière en Ligue 1, donc sur 173 matchs, pour un milieu défensif, c'est plus que correct. Et il ne prend qu'une quinzaine de cartons jaunes. Ça, c'était le Didier Digard dont moi, je me souvenais. Et après, il y a eu le Didier Digard premier relanceur, voire Didier Digard passeur. Celui-là m'a quand même bien plus étonné. Je ne me souvenais pas que sa palette technique, était aussi large dans sa capacité à être, comme on va le voir là, le centre pour Zvitanic, si je ne dis pas de bêtises, un formidable... délivreur de quel joueur. Et alors ça, je sais pas toi, Alex, qu'on en parlait rapidement avant l'émission. Moi, c'est une facette de son jeu que j'avais un peu omis quand il jouait chez nous. Mais je pense que quand tu vois Digard, quand tu vois sa dégaine, tu vois, tu t'attends à une grosse sentinelle. En fait, il a vraiment la dégaine du mec avec qui tu vas partir au combat. Donc, si tu regardes pas tous ces matchs, tu peux vite t'arrêter à cette image-là. Mais c'est vrai qu'il était quand même assez complet. Alors évidemment, c'est pas non plus l'idée de dire que c'était le Andrea Pirlo français, mais il était quand même vachement complet. Il avait quand même un niveau technique. Là, on voit la très belle ouverture, par exemple, là, magnifique pour Anthony Mounier, un super joueur. Ça aussi, Anthony Mounier, il faudrait qu'il passe. C'était quelqu'un qui était capable de faire vraiment beaucoup de choses. Parfois peut-être qu'il pouvait manquer peut-être un poil de vitesse d'exécution, peut-être qu'il avait peut-être pas tant cette capacité à casser des lignes, peut-être que ça aurait pu lui permettre de franchir encore un palier supplémentaire. Voilà, c'est ça, il n'avait pas ce côté exactement accélérateur de jeu, mais par contre il était quand même très très précieux dans la création, hein, ça, en tout cas de mon côté, je ne l'avais pas oublié. Et il y a notamment une action que j'ai sélectionnée quand on revoit les matchs, où il va être au début et à la fin de l'action. Alors peut-être laisser passer sa superbe ouverture, mais je crois qu'on a les images d'ailleurs où il va être justement celui qui va récupérer. Voilà, c'est celle-ci. Il va aller presser doublement, récupérer le ballon, accélérer et être passeur décisif sur cette action-là, même si la passe décisive reste plutôt anecdotique et que le gardien se trouve un petit peu. Mais c'était, et ça je l'avais un peu quand même oublié, sa capacité de, effectivement, récupérer les ballons, mais d'être capable aussi de se projeter et de relancer. Et enfin, le troisième Didier Digard que j'ai noté, c'est l'artilleur. Didier Digard, le tireur de coups francs. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, Alex. On y vient. Voilà contre Monaco. Celui-là, personne l'a oublié. Hein. Du côté de Nice, je peux te garantir, il n'y a pas de souci. Ça te fait toujours plaisir de le revoir, je pense. Forcément. On salue Bouygues, l'ami monégasque sur le chat qui est à peine arrivé entend parler de ça. C'est pour toi, désolé. C'est cadeau. En plus, il a pas beaucoup d'élan sur ce coup franc. Hein. Il est vraiment pas évident à mettre. Ouais. Hein.
Et c'est là où j'en ai noté et j'en ai mis 2 dans la boucle, justement parce qu'il avait ce côté tireur de coup franc filou. Alors je dirais pas Ronaldinhesque, parce que Ronaldinho l'avait mis en Angleterre, mais il y avait ce petit, tu vois, d'essayer d'aller chercher la lucarne quand tout le monde s'attend à ce que tu le centres. Donc, Luboya, voilà. j'avais oublié qu'il avait joué chez nous, lui, par contre. Mais là, l'équipe Luboya, je m'attendais pas du tout à le voir apparaître avec ce maillot, quoi. J'avais zappé ça. Il y a eu Didier, il y a eu il arrive chez Apam, nous à la fin. Ça, c'est une super sortie du Golioris, d'ailleurs. J'ai hésité à la mettre. Pour une fois que c'est pas Grégory, pas mal. Ouais. C'est pas moi qui t'es frotté à lui quelques fois, j'imagine, Pierre-Alain. T'en gardes quel souvenir, du coup, en tant qu'adversaire? Didier, j'ai pas 15 000 souvenirs en tant qu'adversaire. Je me rappelle plus, même si on a peu de temps joué ensemble, je me rappelle coéquipier qu'adversaire. Ok. Moi, je me rappelle, il avait un bon pied droit, très bon pied droit, très à l'aise dans le jeu long. Après, ouais, comme vous l'avez dit, peut-être pas forcément très à l'aise dans le jeu combiné, dans les petits espaces, c'était pas trop son truc. Et il aimait bien avoir un peu d'espace devant lui pour soit porter balle au pied, apporter un surnombre, soit jouer long. Et il était assez précis dans son jeu long. Et moi, j'aime bien justement voir un petit peu faire la comparaison entre voilà la manière de jouer voilà, d'un Digard joueur et la manière d'entraîner ce qu'on voit sur le terrain. Et au final, quelque part, je trouve que ça coïncide plutôt pas mal parce on voit un coach qui essaye de faire jouer son équipe, qui essaie de la faire jouer, qui essaie de vraiment de mettre du jeu en place, de mettre une équipe assez complète, mais qui n'oublie pas aussi que le foot est un combat. Donc s'il y a des matchs où il faut défendre un petit peu plus, bah ça va pas hésiter. Faut beaucoup de volume de jeu, beaucoup de pressing. Moi j'aime bien et je trouve que ça colle plutôt bien en fait à Digard joueur. Sa personnalité, ouais. À sa personnalité. Pierre-Alain nous parlait également de son côté effectivement assez mature très rapidement, son côté leader. Vu l'état dans lequel était l'équipe avant son arrivée, bah, on voit de suite à quel point il a su métamorphoser cette équipe. Donc je pense que là aussi en termes de leadership, il a dû faire beaucoup de bien. J'ai l'impression que tout ce que Max nous raconte, bah, au final, on peut le transposer à ce que l'on voit aujourd'hui chez Digard Coach. C'est ça. Et je n'allais pas vous quitter. Et j'ai repéré une petite pépite qui aurait pu faire le tour du monde. On parlait tout à l'heure du slalom de Djorkaeff, mais je pense que si Didier Digard avait marqué ce but-là, il y a 6-7 ans, il aurait pour le coup fait le tour, à minima être rentré dans la légende de notre belle Ligue 1. Ça finit au pas mal. Ouais. Et celui-là, s'il le met, c'était Didier Digard le magicien. Le geste est fluide, hein. Ouais, j'ai pas. Voilà, je pense que ouais, c'est voulu, hein, c'est pas un vieux contrôle du talon, quoi. Exactement. Et je me suis bien régalé à revoir un petit peu le Didier Digard joueur, comme quoi nos souvenirs sont un peu trompeurs aussi. Et j'ai redécouvert un joueur bien plus complet que ce que mes souvenirs de jeunes vingtenaires d'une vingtaine d'années qui voyaient Didier Digard avaient en mémoire de lui. Donc top moment à revoir un petit peu, même si c'est bon, il a fallu regarder les matchs de l'OGC Nice, mais c'était quand même un plaisir. Bah oui, c'est pour ça que je te paye, hein. En tout cas, merci, c'était très très cool. Ah bah ouais, bien sûr, t'inquiète pas, tu m'enverras ta facture. En tout cas, c'est très cool. Ça fait plaisir de revoir ces images. On va voir maintenant si Digard Coach, ça va tenir sur la durée. Est-ce que Digard Coach aussi va sauver le foot français dans ces joutes européennes, vu que Nice est le dernier représentant européen aujourd'hui. Puis ouais, voyons jusqu'où ça va. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt alléchant, comme ça peut l'être également du côté de Reims avec un Wood Steel, cette nouvelle génération qui pointe le bout de son nez et ma foi fort intéressante. Sujet suivant, du coup, mon bon Adri. Bah oui,
Aujourd'hui, je pense à Francisco dos Santos, un nom qui va rappeler de très bons souvenirs à notre invité, et même plus globalement, au-delà de Santos, le plus tunisien des Brésiliens, le plus brésilien des Tunisiens, vous le désignez comme vous voulez, c'est mettre en lumière ce FC Sochaux du début des années 2000, qui portait le même maillot que Parme, le Parme de Vérone, de Crespo. Je sais pas si c'était un hasard, Pierre-Alain, mais en tout cas en termes des couleurs, c'était deux équipes qui tournaient très très bien à l'époque, et honnêtement, quand je regarde l'effectif de l'époque, vous avez vraiment de sacrés joueurs. Du coup, il y a vous, il y a Santos, il y a Pedretti, il y a Isabé, il y a Oruma, il y a Pagis. Honnêtement, c'était une équipe qui était hyper séduisante sur le papier. Et vous, en plus, vous étiez de là-bas, vous étiez formé. Avant de parler plus du personnage Santos, je voulais savoir c'était quoi un peu votre sentiment quand on évoque cette équipe, cette très belle équipe de Sochaux. Bah nous ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance de vivre un super moment avec tous les garçons que vous avez cités. On se rendait pas trop compte à l'époque parce qu'on montait de Ligue 2. Pour nous, on allait être les petits poussés, on allait jouer le maintien et on s'attendait à avoir des grosses difficultés. Puis au final, ouais, on a été plutôt bon et on jouait plus le haut de tableau. Avec des joueurs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose à envier, même dans certains clubs dire de haut du tableau, grands clubs français, il y avait des joueurs qui auraient pu jouer dans ces clubs-là. Donc on était agréablement surpris, puis on s'est refait un petit peu sur la vague, on avait une bonne alchimie entre nous. Et voilà, on a eu la chance de gagner quelque chose ensemble, de faire des super matchs. Et puis pareil, voilà, prend du plaisir à se voir ensemble aussi de temps en temps. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que vous continuez à discuter, à échanger aujourd'hui. Pour parler plus particulièrement de Francisco dos Santos, et j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur finalement l'alchimie que vous avez sur ce joueur, parce qu'en revoyant pas mal d'images, vous vous trouviez sur le terrain, c'est vrai que ça tournait vraiment pas mal. Qui est Santos du coup? Eh bien, il est né au Brésil, du côté de Zedoka. Il s'est fait repérer en jeune du côté de Sampaio Correa, et sa première expérience en Europe, c'est pas à Sochaux, c'est du côté de Standard de Liège. Il rejoint le club dans les années 90, en 96 plus précisément, sauf qu'il va pas du tout s'adapter à la vie de belge. C'est un jeune joueur, très jeune joueur. Je rappelle qu'il arrive à 17 ans en Europe et il est un peu perdu. Il joue que 10 matchs, mais par contre, il va se relancer, là, plus surprenant, du côté de l'Étoile du Sahel en Tunisie, où durant 2 saisons, il va marquer une quarantaine de buts et va se faire repérer. Là, Sochaux met le grappin sur lui au début des années 2000. D'abord en Ligue 2, où il fait partie du coup de cette équipe avec vous qui remonte en Ligue 1. Et c'est vrai que sur la carrière globale de Santos, c'est vraiment sa meilleure période tout court, puisque c'est là où il va vraiment enchaîner les buts, devenir un attaquant totalement épanoui, qui réussit de très très beaux gestes. J'ai notamment en souvenir un but de folie que j'avais totalement zappé dans l'enchaînement technique, et j'aimerais bien que vous le commentiez, Pierre-Alain. C'est un but à Bastia, je ne sais pas si vous en souvenez, mais si je vous dis un but avec une aile de pigeon et un enchaînement en pleine lucarne, est-ce que ce but vous parle? Parce qu'honnêtement, je l'ai revu et je me suis dit, attends, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu en Ligue 1 tout court. Je l'ai pas en tête comme ça, mais il en a mis quelques-uns. Oh Ah là oui, c'est là. celui qu'on voit là exactement. Ouais, après Santos, c'était quelqu'un j'étais parti, c'est pour ça, j'étais pas avec Ah oui. l'équipe ce match-là, j'étais Ah. parti à Lyon à ce moment-là. J'ai pas joué avec ce maillot-là. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait des grosses facilités techniques, qui arrivait à enchaîner rapidement, même dans la surface, qui était déconcertant pour l'adversaire. Il était plein de. Puis voilà, avec la lucidité aussi dans le dernier geste. Et puis voilà, c'était un garçon généreux qui se déplaçait beaucoup, qui faisait la passe quand il fallait faire la passe. Voilà, c'était pas un individualiste non plus. C'est Vous aviez des exactement profils ça. quand même assez similaires. Excuse-moi, Adrien, juste Vas-y, vas-y. petite question. Vous aviez des profils quand même assez similaires. Vous étiez deux attaquants de gabarit à peu près similaires, si ma mémoire est bonne. Deux attaquants qui aimaient prendre la profondeur. Euh, Sur le papier, on se dit pas que c'est forcément la doublette la plus complémentaire. Qu'est-ce qui a fait que ça a si bien marché? On ne sait pas. On ne sait pas. Après, c'est vrai qu'il était Ok. venu, c'est Jean Fernandez qu'il avait eu en Tunisie. On a commencé à jouer ensemble voilà, en Ligue 2. On s'est trouvé plutôt facilement. Je pense que ouais, il a été une petite inspiration pour moi aussi parce que je le voyais faire des choses que j'étais pas capable de faire et ça m'inspirait un petit peu, ça me motivait pour essayer de progresser. Et puis ouais, je pense qu'on avait des jeux assez similaires, mais on arrivait à jouer l'un pour l'autre. On se faisait, comme je vous l'ai dit avant, il faisait la passe quand il fallait faire. Je pense que j'essayais de le faire aussi. Et puis ça a matché. On a pris du plaisir à jouer ensemble. On se sentait pas en con donc ça a bien fonctionné entre nous. Ouais.
Vous étiez potes en dehors de ça? En dehors de ça? Ouais, pas plus que ça, mais on s'entendait bien, mais on se voyait pas on mangeait pas ensemble tous les soirs. Mais, Ok. mais voilà, c'est quelqu'un qui était agréable et qui était facile à vivre. De toute façon, il s'entendait bien avec tout le monde. Ouais, parce que quand on voit des duos comme ça, un peu mythiques, on a toujours tendance à penser que forcément ils sont super potes et tout, mais au final, non, pas forcément, hein. Non, pas Vas-y, toujours. Adri, je t'en ai plus. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. C'est vrai que moi, j'avais une grosse affinité avec Benoît Pedretti, notamment dans le jeu. On avait fait la formation ensemble, on se voyait quand même pas mal en dehors à l'époque. Et avec Santos qui était arrivé un petit peu après, on se voyait moins, mais il avait déjà des enfants aussi. On n'avait pas les mêmes loisirs quand on était hors du foot. Donc, on se voyait un petit peu moins, mais on se régalait à jouer ensemble, donc c'était le principal. Une histoire quand même très particulière pour Santos, c'est celui de sa sélection, puisqu'il est devenu international tunisien en décembre 2003, quelques jours avant que le pays n'accueille la CAN. Et d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, lire, ça avait fait grincer des dents du côté de Sochaux, puisque cette naturalisation avait été assez express. Et le président, le coach Guy Lacombe aurait bien voulu garder Santos pour la suite de la saison, enfin pour ce mois de janvier en Ligue 1. Santos d'ailleurs, un truc un peu improbable, c'est le président qui l'aurait convaincu de rejoindre la sélection tunisienne lors de ses vacances à Disneyland. Donc voilà, comme quoi on peut prendre une sélection en faisant du Space Mountain. Je savais pas que c'était possible, mais ça a été le cas pour notre ami Santos. Et d'ailleurs, bien lui en a pris, puisqu'il a été un des héros de cette sélection tunisienne qui a battu, désolé mon cher Samy, qui nous écoute sans doute, le Maroc en finale. Et Santos a été notamment buteur lors de ce match-là. C'est un joueur qui a notamment disputé la Coupe du Monde 2006 par la suite avec cette sélection tunisienne entraînée par Roger Lemaire. Mais c'est vrai que sur ces 5 années, que ce soit Sochaux et la Tunisie, ça a été vraiment sa meilleure période, puisqu'après, il a notamment joué, et ça, je pense que beaucoup de gens l'ont sans oublié, il a joué un petit peu à Toulouse pendant 1 an et demi, et ça n'a pas forcément matché. L'équipe n'a pas très très bien tourné à ce moment-là. Il est repassé par Sochaux lors de la saison 2000-2009, mais là déjà, il était un petit peu moins, on va dire, dans la force de l'âge, il était beaucoup moins vif et il n'a pas beaucoup marqué lors de cette saison-là. Il a fait quelques passages, il est retourné du côté des Toits du Sahel, il a joué aussi à Istres en Ligue 2 et il est même passé par la case amateur du côté de Belfort dans la région. Donc voilà, un joueur qui a terminé sa carrière en 2016, mais ce qui était important, c'est évidemment de parler de ce joueur qui était sur le terrain et tu l'as très très bien décrit, Pierre-Alain. C'était un attaquant avec un physique qu'on ne voit peut-être plus aujourd'hui, mais qui avait un vrai sens du but et surtout qui était aussi un peu un filou, j'ai envie de dire, parce que honnêtement, c'est quelqu'un qui comprenait très très bien les déplacements, qui jouait souvent dans le dos de ses adversaires et qui n'hésitait jamais à mettre des buts de renard. Donc une catégorie d'attaquants qu'on ne voit plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Santos, ouais, il avait ce sens du but. Après, je pense que sur sa fin de carrière, comme vous l'avez dit, il avait déjà des petits problèmes de genoux quand il jouait avec nous. Et je pense que il a joué une grande partie de sa carrière un petit peu diminuée. Et ça a pu expliquer aussi ses performances un peu moins bonnes quand il est parti. Et là, je pense qu'il grinçait les dents à chaque fois et il souffrait un petit peu quand il jouait. Et je pense que ça a été un petit peu dur de terminer pour lui. Mais c'est vrai qu'il avait un profil un petit peu particulier pour un avant-centre aussi, petit, tout mince. Mais comme quoi, quand on a l'intelligence, on peut surmonter un physique un petit peu moins fort. Il allait vite C'était quand ça même. sa plus grande force, c'était l'intelligence de jeu? Ouais, l'intelligence et la technique quand même, parce que quand il était devant le but, il est capable de faire des feintes, d'éliminer dans une petite surface, de se mettre vite en position de frappe. Et voilà, technique plus vitesse, puis l'intelligence, c'était vraiment le petit plus. Ouais. Adri, est-ce que tu voulais rajouter un petit truc sur le sujet? Moi, je crois que j'ai terminé et ça me faisait plaisir d'évoquer avec Pierre-Alain et vous ce joueur qui était à une grande époque finalement de la Ligue 1, celui du début des années 2000 en termes d'attaquants. On a souvent parlé ici, Paoletta, Cissé, Anderson, Chavalin-Nanda. Et on avait aussi des attaquants qui étaient là, qui répondaient présents, notamment vous du côté de Sochaux. Et puis plus globalement, cette équipe qui a fait rêver les supporters, on l'a dit, la victoire en Coupe de la Ligue, les petites épopées européennes. Et surtout, enfin moi c'est un souvenir que j'en garde, jouer contre vous à l'époque, c'était extrêmement difficile, que ce soit chez vous ou à la maison. Sochaux, c'est quelque chose que je redoutais. Et pourtant, j'ai commencé à suivre le foot au début des années 2000. C'était pas le plus grand nom, mais j'ai très très vite compris que vous étiez hyper difficile à manœuvrer à cette époque-là.
Ah, on a embêté un peu de monde. C'est vrai qu'on avait quand même des qualités de vitesse qui étaient chiantes parce qu'on pouvait partir en contre assez vite. On était dur à rattraper. Et puis on avait quand même un collectif fort qui jouait assez bien ensemble. On était un petit peu dur à manœuvrer, c'est sûr. Après, j'ai une petite anecdote sur Santos, c'est que c'est Jean Fernandez qu'il avait connu en Tunisie, qu'il avait fait venir. Et il avait dit à tout l'effectif, il avait dit, ah, les gars, je vais faire venir un joueur là, c'est un Brésilien, vous allez voir, c'est lui qui va nous faire monter. Et, donc Santos arrive, et puis tous les anciens le voient arriver, tout petit, tout maigre comme ça, et ils disent, mais le coach, il nous a raconté des conneries, c'est pas possible, c'est pas ce joueur-là qui va vous faire monter, c'est qui va nous faire monter, c'est pas possible. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure avec les bons joueurs, c'est qu'au bout de 2-3 entraînements, on s'est dit, ah ouais, quand même, il y a quelque chose, et puis finalement, il a été meilleur buteur du championnat, puis c'est grâce à lui qu'on était monté cette année-là, donc le coach s'était pas trompé du tout, et puis on a vite compris, nous aussi, tout l'effectif qu'il allait nous apporter beaucoup. Tu parles beaucoup Vous a pas menti, de là, pour Jean le coup. Fernandez. Tu parles beaucoup de Jean Fernandez depuis tout à l'heure. C'est le coach qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est peut-être lui qui m'a le plus marqué, même si c'est pas lui qui m'a lancé, c'était Farouk Aziz qui m'a lancé, mais que j'ai pas connu longtemps parce qu'il était parti un petit peu assez rapidement après que j'ai débuté. Jean, c'est lui qui a cru en moi, à dire un petit peu plus et qui m'a un petit peu mon métier parce que voilà, j'étais jeune, je sortais de la formation et puis il m'a appris un petit peu à être assez sérieux, à me déplacer sur le terrain, comment dire, à être très pro en dehors. Et c'est vrai que c'était un meneur d'homme aussi. Il m'a beaucoup marqué. Et puis il a correspondu avec mes premières belles années. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup appris et pour qui j'ai énormément de respect et je lui dois beaucoup. Ouais. Parlons de premières années. Merci pour la transition. On va pouvoir passer au sujet suivant. Les premières années de Varane à Lens. C'est le petit sujet que nous a préparé Max. Avant ça, j'en profite pour vous rappeler de bien penser à follow la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats pour ne pas manquer nos prochaines émissions et toutes les autres nombreuses émissions. D'ailleurs, tu en as une maintenant, Max, si tu veux nous en parler 2 minutes. Oui, le débrief une fois par mois qui revient sur le mois écoulé en Ligue 1. On fait un petit peu un melting pot de notamment ce qui fonctionne bien. On a des joueurs qui sont avec nous pour débriefer le mois écoulé et on essaie surtout de mettre en avant les communautés et les supporters de ces équipes qui tournent bien. Donc on a eu l'occasion de parler bien de Nice dernièrement, de Reims, de Monaco, de parler voilà des petites pépites aussi qui percent semaine après semaine dans notre belle Ligue 1. On a pu évoquer Isaac Touré qui fait de très bons matchs pour le moment depuis qu'il est à Auxerre en prêt. Les débuts d'Elias Benseguir à Monaco sur cette année 2023. Bref, une émission pour le coup un petit peu plus d'actu et même bien plus d'actu que la nôtre, mais qu'on prend un grand plaisir à faire chaque mois. C'est pour quand la prochaine ? La prochaine, c'est le 30. Donc, je crois qu'il y a deux mardis sans nous. Et on revient le 30 pour débriefer le mois de mars. Bon, bah voilà, c'est noté. N'oubliez pas, vous cliquez sur le petit cœur, comme ça, au moins vous avez la notif, au moins vous êtes sûr de ne rien manquer. Du coup, continuons donc avec Varane qu'on associe plutôt au Real Madrid généralement, mais c'est vrai qu'il a fait ses débuts au RC Lens. Il a fait des débuts quand même plus trop précoces et vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a pris sa retraite internationale. On s'est dit tiens, si on revenait à ses débuts. C'est ça, c'est l'idée. Tu parlais juste avant des années Ligue 1 de Varane, ce serait même presque la demi-année de Ligue 1 de Varane, parce que tout va commencer un petit peu le 7 novembre 2010 au Stade Bollaert. Alors c'était une soirée de Ligue 1 plutôt banale sur le principe. Le Racing Club de Lens qui était en difficulté, qui était 19e, et qui reçoit le Montpellier Hérault, 6e, qui compte dans ses rangs un attaquant, un grand numéro 9 qui commence à faire des misères en Ligue 1, messieurs. Petit quiz rapide. Giroud, bien vu. Un point de plus pour le quiz. C'est pas moi qui fais les règles, mais si ça peut passer, je te le donne. Et donc, ce soir-là, absence d'Aledi Niaya dans la défense lensoise. Il faut le remplacer. Et qui mettre aux côtés d'Eric Schell, l'expérimenté. À gauche, on avait Henri Bédimo, qui était lui aussi plutôt expérimenté, qui était extrêmement trapu.
On avait côté droit l'autre étoile du RC Lens de l'époque. Alors les gens l'auront peut-être oublié, mais c'est Serge Aurier qui a démarré sa carrière du côté de Lens. J'ai cru que tu allais dire Patrick Barul. Je me suis dit, là, c'est peut-être un peu survendu, mais non, si c'est Serge Aurier, ça va. J'accepte. C'est vrai, j'aurais pu. On embrasse Patrick, bien sûr. Qui n'arrive pas dans la chronique, malheureusement. Je vérifie mes notes, mais pas de Patrick Barul, donc c'est bien que tu l'aies. Ah bon, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Exactement, il sera là. Et du coup, Jean-Guy Wallem décide de titulariser un tout jeune joueur de 17 ans avec un look qu'on ne lui a pas connu bien longtemps. C'est Lox Collet et son numéro 34 qu'il portera pas longtemps également avant d'avoir son nom et son numéro sur le maillot. Et bon, vous voyez déjà un petit peu les images qui tournent pêle-mêle quand je fais l'intro de la chronique. Mais sur ce match-là, on va se rendre compte qu'il a déjà toute la panoplie du défenseur central moderne et du défenseur central qu'on va connaître, le Raphaël Varane qu'on va prendre plaisir à découvrir tout au long de ces 6 gros mois de Ligue 1 et puis plus tard au Real Madrid. Alors, concernant ce match en particulier, c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes. Il y a quelques années, de nombreux acteurs de la rencontre avaient été un petit peu interrogés sur pourquoi on a mis un gamin de 17 ans titulaire dans un RC Lens qui ne tourne pas rond, avec malgré tout la pression des 30 000 spectateurs lensois autour de ce match, qui était quand même un match coup près. Alors, c'est pas l'année du titre pour Montpellier, mais c'est une équipe qui commence à faire peur. Et Jean-Guy Wallem, il expliquait que forcément, il avait déjà vu les mois précédents le potentiel du gamin, que lui ne voulait pas le cramer, justement. Et c'est peut-être aussi à ça qu'on voit que le foot a un peu changé, parce que on hésite moins à lancer actuellement ses futures pépites, quitte à ce qu'ils soient légèrement moins âgés que 17 ans d'ailleurs, pour des raisons parfois de valeur marchande aussi, et d'augmentation de valeur marchande et de visibilité, alors qu'à l'époque, Gervais Martel commençait à pousser un petit peu Jean-Guy Wallem à titulariser et à faire entrer au sein du club Raphaël Varane, mais Jean-Guy Wallem attendra justement cette 12e journée de Ligue 1, pardon, je vérifiais. Les 12 premières, Raphaël Varane n'a pas connu une seule seconde, ni les joies d'une titularisation, ni les joies même de rentrée. Premier match, première minute, et donc Olivier Giroud sur le dos. Eh bien, on ne verra pas Olivier Giroud. Eric Schell dira à la fin du match à son coach, Jean-Guy, tu tiens là un phénomène. Et on va le voir. Alors, j'ai sorti 3 actions de ce match. Je ne sais pas si vous aviez des souvenirs. Alors, ce match-là n'a sans doute marqué que les Lensois. Soyons honnêtes, c'était important, je trouve, de montrer, parce que là, on a la panoplie sur 90 minutes. On verra après qu'il n'a pas toujours joué défenseur central sur cette saison-là. Et en termes de premier match, vu le contexte, je trouvais ça assez fou, la performance qu'il a pu faire. Ce match-là vous a peut-être pas marqué. Je sais que toi, Pierre-Alain, tu étais à Lille à l'époque. Ouais. Tu l'as croisé. Je crois que toi, tu n'avais pas joué ce match-là, mais lui était titulaire. Est-ce que toi, c'est un joueur qui t'avait marqué comme tu l'avais vu? Tu avais dû le voir de tout près. Je crois que tu n'étais pas rentré sur ce match-là. Si, il me semble que j'étais rentré. De mémoire, je crois, mais je suis pas sûr. Mais là, après, c'était un très jeune joueur, on le connaissait pas trop. Et souvent, quand il y a un jeune joueur qui débute, qui n'a pas trop d'expérience, on aime bien essayer d'aller dans sa zone, le titiller un petit peu. On se dit qu'il est capable de faire des erreurs. Et c'est vrai que lui, c'était un joueur qui faisait pas d'erreurs, qui était très, très serein, qui avait une grande maturité déjà, malgré sa jeunesse. Et puis voilà, on voyait qu'il y avait un gros potentiel. Et ça parlait déjà quand même un petit peu de lui. On savait qu'il y avait pas mal de promesses autour de lui. Donc, on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose. Ouais. Alors, je vous le disais, 3 actions qui vont un petit peu ressortir ses qualités de l'époque. Hein. La première, un duel avec Souleymane Camara. Je pense qu'on va voir les images dans quelques secondes. Vous allez vite comprendre que déjà, Souleymane Camara, pas Souleymane Camara, le garçon, il va au mastic, il va au duel.
et des propres mots de son coach et de ses coéquipiers de l'époque, il était, je cite, pas encore totalement aguerri physiquement pour aller jouer les duels. Et déjà, sur son premier match, il les a tous remportés. Je crois qu'il n'en perd qu'un sur 10. Un de la tête face à Olivier C'est vrai que là, Giroud. il a l'air assez fin. Hein. Il est fin. On le sent quand même plus, on va dire, plus long que large. Ouais, Contrairement à aujourd'hui où il est quand même, il ressemble d'autant plus à un frigo maintenant qu'à l'époque où effectivement à 17 ans tu sens que c'est aussi ses premières semaines dans le groupe pro et physiquement parlant, il était plus ou moins, enfin il a fait le poids avec Giroud durant tout le match qu'on n'a pas vu, Olivier Giroud, mais malgré tout à l'épaule tu te dis que peut-être c'est un peu compliqué. La deuxième action, c'est sa capacité à relancer court et à prendre ses responsabilités. Alors, évidemment, là, c'est sans grande pression, etc. Mais c'est des choses qu'on va revoir tout au long de la saison dans ce RC Lens-là. Cette capacité qu'il va avoir. Alors, là, il fait pas la course vers l'avant qui va avec, mais il le fera dans de nombreux matchs. Ce qui lui vaudra, d'ailleurs, comme l'action numéro 3 le montre aussi, où là, c'est pas une passe plutôt courte, mais une passe pied gauche, mauvais pied, une transversale pour Kanga Akale, qui était époque Kanga Akale, époque lensoise. Où là, voilà, là, on ne casse pas une ligne, on en casse deux. Et cette facilité technique va amener Laszlo Bologna notamment, parce que Jean-Guy Wallem, pour les raisons de résultats, va prendre la porte rapidement dans cette saison-là. Laszlo Bologna va arriver et Laszlo Bologna va le positionner en milieu de terrain, centre, plutôt à idée défensive avec Adil Hermache à ses côtés. Et c'est là qu'on voit que ses capacités techniques vont lui permettre d'être ce milieu défensif. Bon, ne nous mentons pas, je pense qu'Adri va avoir la ref. Il y a un match qui est resté dans la légende de Laszlo Bologna. Oh oui. Je sais jamais dans quel sens la lire cette compo à Nancy. Hein. Elle est incroyable. Kondogbia avant-centre, c'est de la folie. Mais il faut passer par là des fois dans l'étape d'un joueur, avoir ce genre de moment un peu difficile pour le jeune Varane, je pense. Le fameux il avait joué au milieu défensif, lui. Exactement. Exactement. 4-6-0. Steven, Joseph Monrose, Johan Demont, tous les défensifs étaient alignés. On ne sait pas trop, et je pense même eux ne savaient pas vraiment quelle était leur mission sur ce match-là, un match qu'ils perdront d'ailleurs 4-0 en toute fin de championnat. Mais voilà, Varane va être bazardé, on va dire, entre cette position de défenseur centre et cette position de milieu défensif. Et plus important encore, alors il va être buteur 2 fois, 2 grands coups de casque. Les images vont pas tarder à arriver non plus. Lui, on va dire de l'aveu de ses coéquipiers, alors pas forcément contrairement à d'autres, mais lui n'aura rien lâché. Lui, dans cette saison galère qui verra le RC Lens être relégué et comprendre assez vite que le RC Lens va être relégué, lui ne lâchera rien. Qui en témoigne de son côté quand même leadership, parce que c'était le plus jeune. On disait tout à l'heure, il y avait Eric Schell, il y avait Aledin Yaya, il y avait Henri Bedimo, il y avait Adil Hermache. Il avait quand même autour de lui des joueurs plus aguerris, plus leaders, peut-être qui avaient déjà connu ces situations de relégation ou de presque relégation. Et malgré tout, c'est lui qui va être une des locomotives de ce club, à tel point qu'il va même être promu capitaine sur certains matchs, second capitaine sur certains, en récupérant le brassard d'Adil Hermache quand ce dernier sortait, et même titulaire, capitaine dès l'entrée en jeu, et ça c'est sur ces derniers matchs de la saison. Preuve s'il en fallait que malgré qu'il soit déjà très taiseux à l'époque, et sans doute encore plus taiseux et timide qu'il ne l'est aujourd'hui et qu'on le connaît aujourd'hui, il avait déjà cette capacité à haranguer ses coéquipiers, à être... c'était un joueur, comme pour reprendre l'expression de Pierre-Alain tout à l'heure, alors lui c'était pas forcément dans la technique, mais c'était un joueur différent. Et ils l'ont tout de suite vu au Racing Club de Lens, qui n'a pas pu le conserver évidemment, parce que quelques semaines après les images qu'on vient de voir, tout le monde le saura, transfert au Real Madrid.
Ouais. Et le reste, c'est dans l'histoire. C'est ça, le reste appartient à l'histoire. J'avais la stat, il a fait 2066 minutes en pro avant d'être transféré au Real Madrid, ce qui pour l'époque est sans doute un record. Ouais, ça, c'était même presque inquiétant de le voir partir aussi vite, parce qu'à ce moment-là, bon, ok, oui, il montrait de très belles choses, mais tu te dis c'est quand même sacrément jeune. Tu te dis à tout moment, il te fait une Anthony Le Tallec ou une Sinama Pongol à Liverpool, quoi. Ça s'emballe, et une fois arrivé dans le très grand club, tu te dis non, en fait, il est parti beaucoup trop tôt. Mais au Real, ils ont su lui donner beaucoup de temps. C'est ça qui est intéressant, surtout qu'à cette époque-là, maintenant, ils savent faire. À cette époque-là, c'était pas du tout un club qui avait l'habitude de lancer des jeunes comme ça, de faire presque de la post-formation. Et avec Varane, pour le coup, ils ont eu cette patience. Il y avait déjà une charnière centrale en place particulièrement performante à cette époque-là, avec Ramos, Pep notamment. Ils ont plutôt eu le nez creux, hein, clairement. Et puis ça va, il a eu quelques mentors assez sympathiques pour apprendre le métier du côté de Madrid. Ça va. Ça, c'est sûr. Et un mot peut-être sur les maillots Reebok du RC Lens à l'époque. J'avais complètement oublié ces maillots. C'est pas les plus beaux du RC Lens. Hein. On a connu mieux. Ce rose gris là, ouf. Ouais, le maillot Stabilo. Celui-là, ça pique les yeux. Dur. Il pique un peu les yeux quand même. Il pique. On est loin des maillots de Sochaux, Esso avec le Champion USA là. Là, on a quand même passé de deux écarts là. Bon, alors on continue avec donc le dernier sujet. On n'a pas fait de petit top cette fois. Cette fois, on s'est dit tiens, si on se refaisait un bon vieux match de légende comme de la saison précédente, parce qu'on a envie de revenir sur un match en particulier. Alors, désolé les Parisiens. C'est pas votre semaine. Pas ça pour vous enfoncer. Le sujet a été choisi il y a plus d'un mois. Donc vraiment, c'est pas contre vous. Mais voilà, on a envie de vous rappeler un nouveau souvenir aujourd'hui, du coup, PSG Red 2012-2013. Voilà. Oh oui, et surtout ce sacré dilemme. Pierre-Alain, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à 9 contre 11 avec ton équipe? Parce que c'est ce qui va se passer pour le Stade Rennais lors de cette soirée-là. Ça m'est arrivé une fois avec Sochaux, l'année où on était redescendu en Ligue 2. Et on s'est retrouvé à 9 contre 11 mené à 0, on était revenu au score partout. Et justement, ça... parce que c'est un peu professionnel qu'on dit dans ces cas-là. Ouais. C'est quoi les ressorts mentaux pour réussir à s'en sortir? Parce que 9 contre 11, bah, là honnêtement, t'as l'air tellement mal embarqué. Bah, c'est un peu comme quand tu joues à 10 contre 11, c'est très compliqué. Tu arrives à t'en sortir quand il y a un match nul, quand tu mènes au score, parce que voilà, tu te dis que tu vas défendre et que tu peux quand même résister à un de moins. Par contre, quand il faut aller marquer un but, c'est beaucoup plus difficile parce que tu laisses quand même des espaces encore plus à l'adversaire et c'est très dur d'aller marquer des buts en infériorité. Donc voilà, c'est toujours, tu ne le vis pas pareil quand tu es mené, quand tu mènes, c'est très différent. Ça, c'est une certitude. Du coup, on est au Parc des Princes à l'automne 2012. La compo parisienne avec quand même un absent de marque. On n'a pas Zlatan Ibrahimovic puisque 2 semaines avant, il avait pris un carton rouge contre Saint-Etienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce coup de pied kung-fu sur Ruffier qu'il avait fait. Et du coup, Zlatan... Ouais, c'est ça. Zlatan manque à la paix, mais on a quand même du très beau monde. Une équipe début du Qatar avec des recrues du très beau monde. Thiago Silva, Maxwell, Pastore, Lavedine, Néné, Menez. Du coup, même sans Zlatan, normalement, ça devrait le faire face à une équipe de Rennes où on retrouve aussi de jolis noms, avec notamment ce 4-2-3-1. Alors, la défense, c'est pas, on va dire, un All-Star Game. Ça part de loin. Mais par contre, devant, il y a quand même du joli nom, du joli manière de ballon, du Ferré, du Alessandrini, du Herding, du 3 pas et un milieu de terrain où ça bosse bien, M'Vila Makoun. Donc pourquoi pas jouer un coup pour nos amis rennais ce soir-là. Et c'est vrai que le match va plutôt bien démarrer pour eux. Ils vont réussir à surprendre ce PSG, les cueillir, comme on dit, à froid, avec cette remontée de balle de Julien Ferré, toujours dans une certaine aisance, et puis un ballon un peu mal dégagé, Alessandrini de voler, on se pose pas de questions, boum, ça part, voilà, pas de célébration de Jules, il était peut-être pas encore connu à l'époque, mais on est c'est célébration Luca Toni.
Ouais, c'est exactement ça. La bonne vieille célébration Luca Toni. Et du coup, le stade rennais de Frédéric Antonetti démarre idéalement. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, il y a du joli matériel, il y a de quoi aller embêter ce PSG-là. Mais on sait quand même qu'on est dans une situation où au parc, c'est quand même très compliqué d'aller jouer là-bas. Et je vous l'ai dit, s'il n'y a pas Ibra, il y a quand même des noms qui vont pouvoir poser quelques soucis à cette équipe-là. Et c'est vrai qu'on avait notamment notre ami Lavezzi et le Pocho qui va trouver Néné. Et puis là, une parade un peu improbable de Costil. Hop, ça revient et il réussit à dégager après avoir touché le poteau. Notre ami Costil, dont on va reparler assez vite. Mais c'est vrai que Néné, même s'il était là avant QSI, ça fait partie de ces joueurs qu'on aime bien parce que sacré talent et surtout un très bon manieur, comme on va le voir ici. Hop, le face-à-face, qu'est-ce qu'on fait? On mystifie Costil, voilà, le petit piqué qui passe bien. Là, franchement, c'est du Brésil 100%. Il n'y a pas trop de doute sur la nationalité de notre ami Néné, qui va pas se poser de questions et ramener les deux équipes à un partout. C'est vrai qu'on n'est que dans cette première période, mais c'est très animé. Ça joue des deux côtés, honnêtement. Ce qui est bien, c'est que le Stade Rennais n'a vraiment pas fermé le jeu. Et on va le voir, ils ont essayé notamment de défendre assez haut face à ce PSG-là. Et du coup, c'est vrai que ça peut poser parfois quelques soucis, puisqu'on va se retrouver sur une situation où Benoît Costil va devoir sortir loin de ses buts et malheureusement il va pas pouvoir stopper Jérémy Ménez. Voilà, une sortie un peu kamikaze, notre ami Benoît Costil. Alors est-ce que Ménez partait trop sur le côté? L'arbitre réfléchit, se pose une question, mais c'est vrai que la sortie était quand même très dangereuse, donc carton rouge. Le Stade Rennais se retrouve à 10 contre 11. Alors il n'y a qu'un partout, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de temps à jouer. Et du coup, il y a un héros improbable de ce match-là, un certain Cheikh Ndiaye, qui va surtout parler au Stade Rennais, qui était la doublure de Benoît Costil, qui a joué très peu de matchs en Ligue 1. C'est son soir, c'est-à-dire qu'il va rentrer en jeu et sortir plusieurs parades déterminantes. Et on a pu le retrouver avec Amaury et du coup prendre de ses nouvelles. Du coup, il s'occupe notamment des gardiens du stade Briochin et aussi des jeunes là-bas. Et du coup, il revient pour nous sur ce que ça fait de rentrer à ce moment-là, dans un moment où tu as ton gardien numéro 1 qui sort et qui, lui, doit rentrer devant le fait accompli. Au moment où j'allais rentrer, il y avait le coach, il était énervé par rapport au carton rouge, tout ça. Voilà, il connaît mes qualités, il sait que je suis pas mal. Je me rappelle de cette anecdote où Christophe Revel, il faisait son rôle de coach, bien sûr, et il était derrière moi, reste concentré, t'inquiète pas. Et moi, je me rappelle, je l'ai regardé avec le gros sourire parce que j'avais hâte de rentrer au contraire et je lui disais, Christophe, t'inquiète pas. Et voilà, et après, on est rentré au vestiaire, bien sûr. Le coach Frédéric, il m'a parlé, fais comme tu fais d'habitude à l'entraînement, t'es bon, reste concentré, ça va le faire. Pareil que mes collègues, ils avaient confiance en moi, surtout, ils me connaissaient, et ils m'ont aidé, ils m'ont dit, t'inquiète, fais comme tu sais faire. Et ça s'est bien passé, au fait. Ouais, comme dit notre ami Cheikh Ndiaye, on va voir quelques-unes de ses parades après, mais on est toujours sur cette première période et le Stade Rennais va jouer un tour très très malin face au PSG, puisque voilà, même si Paris a cette supériorité numérique, en fait le Stade Rennais joue crânement sa chance, ok, on est à un moins, mais on a quand même encore des ressorts. On a vu que Erding a cédé sa place, mais je rappelle qu'il reste Alessandrini, Ferré et puis 3 pas. Du coup, on peut quand même aller chercher ce PSG. Voilà, on voit à l'instant Thiago Silva qui dégage le ballon de la tête. Et puis voilà, peut-être le PSG un peu trop facile, cette relance ratée de Blaise Matuidi qui va faucher puis 3 pas, bien malin. Et finalement, ça va donner une superbe occasion pour notre ami Julien Ferré de faire la différence avec un coup franc plutôt bien placé, au 23 mètres. Il y a quand même du monde dans le mur. On a Sirigu au cage qu'on n'a pas encore évoqué. Mais finalement, est-ce qu'on peut pas trouver un bon angle? Et là, paf, petit coup de malin, tu vois, pas le plus fort, pas le plus puissant, pas en lucarne, mais c'est tellement précis et tellement bien exécuté. On aime ce genre de but et on sait qu'à quel point Julien Ferré était un joueur intelligent sur le terrain et qui était capable de ça. Mais là, honnêtement, la trajectoire, elle est parfaite. Vraiment l'angle qu'il faut pour faire la différence et surtout mettre le Stade Rennais devant sur les bons rails à 2-1. Et puis, on est au retour des vestiaires. Et là, malheureusement, Jean de Macoun, hop, un petit excès d'engagement. Est-ce que cette faute à 70 mètres de ses buts était nécessaire, surtout quand on a déjà un carton jaune? Évidemment, la réponse a été trouvée.
Non. Et là, du coup, le Stade Rennais se retrouve à 9 contre 11. Et en plus, c'est un des joueurs d'expérience. C'est ça qui doit être frustrant pour notre ami Antonetti, qui fulmine, de se retrouver avec à 9 quand c'est Jean de Macoun, qui était un joueur qui avait 30 ans et qui avait du vécu. Et du coup, on a demandé à Cheikh Ndiaye, ça fait quoi à ce moment-là de se retrouver à 9 contre 11 et comment est-ce qu'on fait pour tenir quand on a un but d'avance? Ben là, déjà, tu te poses des questions, comment on va faire déjà? Dans ta tête, tu te dis, merde, si on prend un point, c'est pas mal. Si tu prends 3 points quand même, ouais, tu te poses des questions. Tu te poses des questions, mais après le reste, c'est quoi? Comme on dit dans le foot, il y a un moment donné, ouais, c'est histoire d'homme, en fait. C'est question de collectif, en fait. Le groupe. Et ce jour-là, voilà, on avait tout ça, le groupe, il y avait la solidarité, tout le monde se bagarrait pour lui, lui se bagarrait pour l'autre, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on avait cette force-là, ce jour-là, qui a fait que, ouais, rien n'est passé au fait. On était vraiment solidaires. Oh oui, ça il a raison, rien ne va passer. Notre ami Cheikh Ndiaye qui va s'illustrer, on va le voir à plusieurs reprises. Et comme je vous l'ai dit, il y avait du matériel, mais il va repousser les tentatives de Pastore, d'Ouaro, de Gamero. Il va vraiment être dans un état de grâce. Des fois, il y a des gardiens comme ça, vous savez pas, c'est leur grand jour. On a notamment connu Ochoa contre le PSG avec Ajaccio. Bah là, c'était le grand soir de Cheikh Ndiaye. Ouais, t'as beaucoup de joueurs qui ont leur grand soir contre le PSG ces dernières années, bizarrement. C'est vrai que ça doit être quelque chose de bien particulier comme ADN. Ah, forcément, tu sais que là, il y a toutes les chaînes de télé, il y a la caméra. Si t'as envie de te montrer, tu sais que c'est ce match-là. Donc, forcément, ça joue un petit peu. Sur ce match-là, j'ai vu qu'il y avait Jiménez, qu'on a connu du côté de Sochaux. Pierre-Alain, tu as joué avec lui? Et je suis pas là de tête, je saurais pas dire. Non, D'accord, je suis tu l'as jamais côtoyé? Il a disputé l'année d'après. Non, j'ai pas joué avec lui. D'accord. Mais grand talent, un grand talent. Ah oui, ouais, mais c'est ça que je voulais te demander. Et effectivement, c'était quel était ton avis un petit peu sur sa carrière? Parce que c'est vrai que il y a quand même un goût d'inachevé avec Jérémy Ménez. Ouais, c'est un peu comme Hatem Ben Arfa. Il y avait tellement de promesses au départ que tu t'attendais à ce que ça casse la baraque, que ça fasse une carrière énorme. Ah, elle est déjà belle, hein, franchement, quand tu as joué à Paris, à Milan, à l'époque, c'est quand même une belle carrière, hein, on va pas dire le contraire. Totalement, bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il peut-être en équipe de France, t'attendais peut-être un petit peu plus aussi parce que il avait le talent pour s'y imposer encore plus que ce qu'il a fait. Mais voilà, en tout cas, moi je sais qu'à Sochaux, j'ai pas joué avec lui, mais on en entendait beaucoup parler au club, on se doutait qu'il allait faire une grosse carrière, c'était la pépite. Et bon, il a prouvé après qu'il avait ce talent-là. Malheureusement, il a peut-être pas eu la régularité, il a peut-être pas fait les bons choix, je sais pas, au niveau de sa carrière, mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un que, quand je crois, c'est toujours quelqu'un d'adorable, hyper sympa, hyper humble. Et puis, même si la carrière aurait pu être meilleure encore avec son talent, elle est déjà pas si mal. C'est clair. Du coup, pour revenir à ce match, on a demandé à Cheikh Ndiaye l'arrêt qui était pour lui le plus mémorable, et c'est sur une frappe de Gamero où il s'est bien illustré comme il nous l'a expliqué. Et c'est Gamero, au fait. C'est celle qu'il frappe au pied gauche, il fait crochet pied droit, je pense. Et là, il enchaîne une frappe plein lucarne, côté gauche. Et là, voilà, je suis parti avec les deux mains, ouais. Après, le reste, je trouve bien, c'était les jeux aériens où je sors pour boxer. Surtout, il y a Oaro qui me rentre dedans. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Les deux là, ouais, c'est pas mal. Je préfère ces deux là. Ah, c'est sûr que c'est une fin de match animée. Ouais, ouais, ça prenait une petite trajectoire, mais c'est vrai que c'était peut-être pas pleine lucarne, mais mi-hauteur. C'est exactement ça. Sous les yeux, notamment, vous avez peut-être aperçu le Salma Hayek qui était au Parc des Princes ce soir-là. Rennes va tout repousser. Alors peut-être aidé par un petit coup de pouce d'arbitrage, voilà, peut-être une main qui aurait pu être sifflée avec l'utilisation de l'arbitrage vidéo aujourd'hui. Bon, c'est toujours particulier, c'est peut-être pas la bonne zone, on ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, Cheikh Ndiaye, lui, reste dans son match, il va vraiment être tonitruant, tout sortir, vraiment réussir à être l'homme qui va préserver ses 3 points de manière un peu improbable, parce que je rappelle que Stade Rennais est à 9 depuis la 52e minute. Makoun a pris son carton rouge assez tôt dans la seconde période, et du coup, même s'il y a une pléthore de talents sur la pelouse, le PSG de Carlo Ancelotti va pas trouver la solution pour forcer ce verrou bien posé par notre ami Frédéric Antonetti. Et c'est vrai que
quand on voit les images, voilà, il y a eu du poteau, il y a eu de la barre transversale, il y a eu au moins 7 ou 8 arrêts dans notre travail chez Ndiaye, qui est évidemment salué par tous ses coéquipiers, par tout le staff à la fin du match, symbole de ce match, de cette résilience, de 9 Rennais contre 11 Parisiens, et un match qui aura marqué les esprits du côté de la Bretagne. Forcément. Après, c'est pas évident, hein. On peut se dire, ils sont que 9 en face, donc c'est facile, mais quelque part aussi, tu sais qu'à 9 en face, qui plus est une équipe qui a l'avantage au score, tu sais qu'ils vont avoir qu'une seule chose à faire, c'est de défendre, quoi. Ils vont mettre, c'est même plus un bus qu'ils vont mettre, quoi. Je veux dire, là, c'est un mur devant la cage, et ils vont juste se concentrer sur défendre leur avantage. Donc même pour un grand PSG, même avec tous ces grands noms, oui, on peut comprendre, en fait, hein, la supériorité numérique. Ça fait pas tout, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Pierre-Alain? Ouais, parce que tu as tendance des fois à te précipiter un petit peu. Tu veux faire vite, tu veux faire voilà, mettre le ballon beaucoup dans la surface. Et tu l'as qui manquait Zlatan sur ce match-là. Et tu rajoutes Zlatan sur un bloc bas avec des centres, c'est quand même pose. Donc sans rien enlever à Menez, Gamero, c'était pas pareil quand il y a beaucoup de monde dans la surface. Et, voilà, ils ont su profiter, ils ont été super solidaires, et quand même, il faut le faire, hein. Attention, venir au parc avec les joueurs qu'il y avait, et réussir à 9 contre 11 à garder le résultat, à gagner ce match-là. C'était super. Après, ouais, comme je vous le dis, je sais pas si avec Zlatan, ça aurait été la même chose, mais ça sera jamais, hein. Mais c'était beau. Ouais, Zlatan, c'est aussi le genre de mec, sur un coup franc, il va te mettre une mine là à 150 km/h. Côté gardien, ça va quand même rentrer, et tous tes efforts sont ruinés, quoi. C'était ça aussi qui était bien avec après, Zlatan, c'est qu'il avait quand même pas mal. C'était tous tes pieds droits, C'était pieds quoi, gauche, pardon? la tête. Je dis, il y avait tout qui passait, le pied droit, le pied gauche, les coups francs, la tête. C'est un joueur exceptionnel. Donc, sur un match comme ça, il doit beaucoup manquer à son équipe quand même. Clairement. D'ailleurs, on lui a pas encore fait de sujet à Zlatan dans cette émission, il me semble, les gars. Si? Je crois qu'on l'a pas encore fait. J'ai l'impression qu'on en parle tellement souvent, mais peut-être qu'on l'a pas fait 100% Zlatan. Ouais, on l'évoque. Ouais, je crois qu'on l'évoque souvent, mais je crois pas qu'on lui ait réellement dédié une chronique. Je pense que ce serait de bonne loi. Écoutez, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. N'oubliez pas le petit follow, bien sûr, si vous kiffez, et pour ne pas manquer les prochains programmes de cette chaîne Twitch. Et on termine comme d'hab avec le petit quiz. Amaury, est-ce que tu es là? Je suis là, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Amaury. Alors d'abord, j'aimerais remercier Adrien qui m'a fait vivre une deuxième défaite du Paris Saint-Germain en 2 jours. C'est toujours agréable. Du coup, je t'enlève le point que t'as donné Maxime tout à l'heure. Ah. Tout le monde part à 0. Voilà, comme ça c'est fait. Très bien. Aujourd'hui, on a décidé de voyager en Ligue 1 en parlant des Globetrotters du championnat, ceux qui ont joué pour le plus de clubs différents en première division française. Okay. C'est très simple. Je vais vous montrer 3 logos à chaque fois et vous allez devoir déterminer à quel joueur ça correspond. Sachant qu'on est sur des joueurs qui ont minimum joué 6 clubs différents. Donc voilà, et évidemment, insidieux, piégeux, je n'ai pas mis les logos dans l'ordre de passage. Voilà. Bah oui. Tant qu'à faire. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on commence avec le premier joueur. Le premier joueur qui est passé donc par le LOSC, par Lens, par Caen. Pierre-Alain Fro, bien joué, qui avait 6 clubs. Bah oui. Voilà, c'était le petit piège, évidemment, pour commencer, il fallait, forcément. Pierre-Alain, toi qui a joué donc à Sochaux, à Lyon, Lens, Paris, Lille, Caen, et un retour à Sochaux à la fin de ta carrière en Ligue 1. Premier point donc pour Alex, on le note. On notera quand même que je connais mieux le CV que le joueur lui-même. Hein. Ah, il a pas réagi. Non, c'est de l'humilité. Il a été humble, voilà. Bien sûr. C'est comme ça qu'on. Je t'ai laissé le point. Ah, c'est gentil. Oui. Enfin, ceci dit, Alex a un petit léger décalage d'une demi-seconde par rapport à vous. Hein. Je rappelle qu'il est très loin, donc il a été très réactif. Ça, on peut le noter. Donc, vous l'avez deviné, Pierre-Alain Fro, évidemment, était notre premier joueur. Le deuxième joueur a lui joué pour 8 clubs différents. Vous voyez, l'Olympique Lyonnais, le SC Bastia, l'Olympique de Marseille. Comment? Florian Maurice? Ce n'est pas Florian Maurice. Oh. Florian Maurice, d'ailleurs, dont on parlera peut-être avec Samy dans un prochain Ligue 1 Legends. Ce n'est pas Florian Maurice. Steve Marley.
Ah non, peut-être pas Bastia. Ah, ça a été bien tenté, mais non. Non, du tout. Gravelaine? Non, pas Ce Bastia. n'est pas Gravelaine. Je rappelle qu'il a joué pour 8 clubs. 8 clubs différents. Je peux vous en donner d'autres, si vous voulez, avant que vous lâchiez l'affaire. Le Havre, Jérôme Leroy. Bastia. Ah non, Jérôme Leroy, pas joué à Lyon. Le Havre, Bastia. Et là, je vais beaucoup vous aider. Bordeaux. Rennes. Alou Diarra. Alou Diarra Ah. était le second joueur. Et oui. Ah ouais. C'est vrai mais que là, les quand on dit Alou Diarra, clubs, on pense pas forcément à quelqu'un qui a vagabondé en Ligue 1, Ah, si, mais putain, il a il a connu fait trois Bayern, prêts, il a Bayern, quand même connu trois clubs au tout début de sa carrière, donc c'est pour ça aussi J'avais qu'il a un zappé qu'il nombre avait joué à Bastia, assez quoi. élevé. Ça fait 1 point pour Alex et 1 point pour Adrien. Passons au troisième joueur qui a joué donc à Montpellier, Marseille et Henri le RC Bédimo. Lens. Non, ce n'est pas Henri Maoulida, Bédimo. Toafilou. Toi, Philou Maolida, bien joué, Pierre-Alain. Ça fait 1 point. Bien joué. Toi, Philou Maolida, voilà, qu'on connaissait pour ses bandelettes et qui a joué donc, lui aussi pour 8 clubs. J'avais pas forcément retenu, mais 8 clubs pour toi, Philou. Maolida, le 4e, a joué à Guingamp, Paris et Monaco. Je précise évidemment pas dans cet ordre. On cherche un joueur qui a lui aussi joué dans 8 clubs différents. Roten? C'est pas évident. Non, c'est un peu plus ancien que Roten. Je vous aide un petit peu quand même, sinon c'est pas facile. Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, bien joué. Xavier Gravelaine, ça fait donc 2 Allez. points pour Alex. Voilà. Le prochain joueur, Prime à je pense que... l'ancienne. Le prochain joueur, je pense que vous allez le trouver assez facilement. Nancy, Ajaccio, Auxerre. Ouais. Comment? Pedretti, Benoît. Ferré. Pedretti, bien Pedretti. joué. C'est Pierre-Alain qui nous donne donc Benoît Pedretti. Forcément, vous l'avez bien connu à Sochaux. C'est son pote. Forcément, ça va vite. Benoît Pedretti, voilà, avec le très beau maillot PlayStation de l'AJ Auxerre. On passe maintenant au Incroyable. 6e joueur. Voilà. Le Le logo Roi. du milieu, vous ne connaissez pas forcément. Tonon, Evian, Grand Genève, c'était Le Roi. Evian, Tonon, Gaillard. Jérôme Leroy, Adrien, c'est une bonne réponse. Voilà. Encore un beau maillot de Sochaux. Voilà, maillot loto cette fois-ci, forcément. On passe au joueur juste après, c'est le numéro 7, qui a joué à Grenoble, qui a joué à Marseille, qui a joué à Bordeaux, entre autres. Wow. Grenoble. C'est un joueur bien Ligue 1 Legends, ne vous inquiétez pas. Cyril Roll? Non, ce n'est pas Cyril Roll, mais effectivement, Non. Cyril Roll a lui aussi fait partie, je ne l'ai pas mis en squeeze, Cyril Roll a fait partie des joueurs qui ont joué pour le plus de clubs en Ligue 1. Est-ce que vous avez des Batles? idées, messieurs? Laurent Batles. Ah oui. Magnifique. Putain. Magnifique Adrien qui prend la tête Bravo. avec 3 points. Bon, ce n'est que l'habitude pour Adrien qui a l'habitude de rouler sur les autres en quiz, mais bon, on va essayer quand même de se rattraper pour les autres. Après Batles, nous vient un très beau joueur, un esthète de la Bonne-Mère. Ligue 1. Bonne mère. Mathieu Bonnemer. Bonnemer. Et alors là, c'est Oh. le l'argent qui est pris par Adrien. Voilà, forcément. On se souvient de ses débuts voilà, avec le LOSC avant d'aller à Lyon. On passe au suivant. Toulouse, Delors. Montpellier. Andy Delors. Et hop là. Ah, c'est bon, ça y est. c'est bon. fini, Il est voilà. lancé, là, on peut plus rien Andy faire, Delors, c'est voilà. terminé. C'est le seul joueur qui est encore en activité que j'ai laissé dans ce quiz. Voilà, je vais piger avec un joueur un peu plus récent qui est donc aujourd'hui à Nantes après un passage, je crois, dans le sud, Alex, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, un passage plutôt réussi. Hein, Et un même passage- si à la fin ça a fini un petit peu en autre boudin, mais il nous a fait quand même de très belles choses. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Exactement, il est maintenant sous les ordres de Antoine Combouaré. Dernier joueur, alors j'avais un joueur en bonus que je vais quand même donner parce que l'idée c'était qu'en cas d'égalité, on sait jamais, j'avais pris un joueur bonus, donc il reste 2 joueurs, l'avant-dernier, il est pas facile forcément celui-là, mais vous pouvez le trouver. Le LOSC, Grenoble encore, Nancy encore. Aïe aïe aïe. Il a joué pour 6 clubs. 20B? Grégory Verbet, mais qu'est-ce qu'il est fort! Wow, il a Qu'est-ce qu'il est fort! Je précise, je n'ai pas donné réponse à Adrien en préambule. On a beaucoup hein, échangé pour préparer l'émission, mais ce qui se passe là, évidemment, c'est pas du script, les gars. Ouais. Voilà, c'est pas un script FIFA. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et du coup, le bonus, Grégory Verbet. le bonus. Bon, celui-là il est facile. Hein. Celui-là il est très facile. Vous pensez à qui? C'est un joueur très très Ligue 1 Legends. Aïe aïe aïe. On en a déjà parlé dans cette émission à de nombreuses reprises. Non, Viltord, il a pas joué à Lens. Non. Un Non. joueur très Ligue 1 Non. Legends, très maillot flottant. Je peux vous aider un petit peu si vous voulez. À Lens, c'était l'époque Tony du... Vérel. Tony Vérel, magnifique. Ah oui. Voilà. Pierre-Alain qui Ah finit en oui. beauté.
La finition, c'était spécialisé. Vérel à Bordeaux, j'ai complètement oublié qu'il avait joué. Ouais, c'est vrai que c'est pas ça. Pas trop de souvenirs non plus. Ouais, Tony Vac était quand même connu pour avoir fait pas mal de clubs en Ligue 1, 6 en l'occurrence, Nancy, Lens, Lyon, Bordeaux, Rennes et Bastia. Et voilà, donc c'était l'époque RC Lens, maillot doré, on s'en souvient, c'était assez magnifique. Et ben voilà, ça fait du coup ça fait 7 points pour Adrien, qui est large vainqueur. Et Max, merci pour ta participation. Salut. Un plaisir de passer. Toujours une souffrance en fin d'émission, mais toujours de beaux moments avec toi, merci beaucoup. Max, c'est un peu notre Adil Rami de 2018, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, bravo Adrien, malgré le point que je t'ai enlevé, t'as réussi. Bravo, le reste, c'est pas bravo. pour moi. Et voilà. Bon, merci Amo, c'était top. Merci à vous les gars, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour vos chroniques, merci Pierre-Alain d'être venu et merci pour toutes ces anecdotes, c'était vraiment très sympa. Bah merci, ça m'a rappelé un peu des souvenirs, donc c'était toujours agréable, sympa. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Pierre-Alain. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Encore une fois, n'oubliez pas le petit follow avant de partir pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée les amis.